Commençons avec toujours le même plaisir de vous retrouver tous pour cette septième séance du cycle Zoom Solidarité qu'on conçoit en partenariat au Sadicom avec nos homologues grecs, finlandais, israéliens et le Comité international des musées scientifiques et techniques CIMUSET. Je m'assure que les interprètes entendent bien et suivent bien notre débat, puisque comme vous le savez, nous interprétons les débats dans les trois langues officielles de l'ICOM, en anglais, en français et en espagnol. Les interprètes sont là? Oui, sans doute. Vous savez que vous avez besoin de cliquer sur l'icône interprétation au bas de votre écran si vous voulez profiter de l'interprétation. Et puis, je le dis à chaque fois, vous le savez maintenant très bien, mais on le redit, ce sont des débats qui sont enregistrés et donc vous êtes filmés si vous avez mis vos caméras et on les remet, on les rediffuse sur YouTube après. Donc c'est important que vous le sachiez. Si vous ne voulez pas que cela soit, dites-le nous, surtout, c'est important. Voilà pour les remarques préalables avant de commencer. Donc bonjour et merci une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ambitionnons de construire des solidarités entre musées à travers le monde. Et ce n'est pas n'importe quel jour pour aborder ce vaste sujet. C'est aujourd'hui la Journée internationale des musées. En France, là, c'est le hasard du calendrier. C'est aussi la veille de la réouverture des musées après plus de 200 jours de fermeture. C'est un chiffre impressionnant, mais partagé par beaucoup d'entre nous, quasiment tous, car le Covid nous a tous frappés. Je salue aussi nos amis israéliens qui ont réouvert bien avant nous, car la vaccination a été rapide, mais qui n'ont sans doute pas aujourd'hui le cœur à la culture, car on sait tous comme la situation de toutes les populations dans la région est douloureuse. Journée de fête quand même, journée fête pour les musées avec cette organisation, cette journée internationale des musées créée il y a 44 ans par notre organisation ICOM. Quel meilleur symbole de la construction de solidarité entre musées à travers le monde que cette ONG, cette organisation non gouvernementale septuagénaire qui fédère aujourd'hui 50 000 membres dans 140 pays. Savourons aujourd'hui cette union et efforçons-nous de la faire vivre encore longtemps. Ici, à la veille de rouvrir, nous pensons que les publics sont impatients, que la culture, les musées leur ont manqué, qu'ils sont prêts à revenir. On le leur a demandé. Et si vous le voulez bien, pour commencer notre séance, exceptionnellement, on va vous diffuser un petit clip vidéo que nous avons réalisé en interne avec nos petites mains à ICOM France. Soyez indulgents. On a demandé à des visiteurs, à des enfants, à des artistes, à des professionnels, pourquoi ils attendent la réouverture des musées. Ils sont sur notre territoire, mais ils pourraient être sur le vôtre. Écoutez-le, c'est plutôt joyeux. Alors, je coupe. Bonjour, nous sommes le 18 mai 2021, Journée internationale des musées. Et en France, c'est aussi la veille de la réouverture des musées après 201 jours de fermeture. Vous aimez les musées? Il vous en manquait? Dites-le. Je rêve de pouvoir retourner dans les musées. Ce qui me manque le plus, ce sont les émotions devant les œuvres. Moi, je ne peux pas passer de temps sans voir de la peinture. J'adore en plus l'espace des musées, profiter de l'espace de rêverie, de bonheur, de beauté que nous offrent les œuvres d'art. Donc moi, pour moi, les musées et la peinture surtout fait partie de ma vie. C'est pas toujours ce qu'on aime ou ce qu'on attend, mais c'est fascinant d'aller au musée. Dans les musées, c'est l'art de toutes les civilisations, l'art de tous les temps, les chefs-d'œuvre, mais également des œuvres plus modestes qui sont mises à la disposition de tous, à la portée de tous,
à la portée de ceux qui n'ont pas la possibilité de les posséder et de les admirer quotidiennement, à la portée également de ceux qui ne peuvent pas parcourir le monde pour les découvrir là où ces œuvres sont nées, là où elles ont été créées. Les musées sont donc des lieux formidables de partage de la culture et de démocratisation de la culture, cette démocratisation qui est l'un des grands objectifs de toutes les politiques culturelles. Les musées sont également des lieux non seulement de contemplation des œuvres, mais également de compréhension des œuvres, parce qu'elles sont confrontées les unes aux autres, elles dialoguent, elles nous permettent de mieux comprendre à quel point la civilisation, les civilisations ont tout au long de l'histoire de l'humanité eu comme seul horizon la création, l'intelligence et la connaissance. Je voudrais vous lire un court extrait de l'introduction du Musée Une Histoire mondiale de Christophe Comian. L'étrangeté du musée tient à son caractère paradoxal, à la fois inutile et indispensable. Inutile car il ne satisfait aucun besoin vital, ne produit rien dont on ne puisse se passer. Indispensable car une société moderne ne se conçoit pas sans musée. L'en priver, c'est lui signifier son arrêt de mort et susciter par conséquent une résistance, voire une révolte. On attend toutes et tous avec impatience que le musée réouvre. C'est pour bientôt maintenant. Merci beaucoup à Ecom France. Les musées m'ont manqué parce que pour moi, ils sont une porte ouverte sur l'art, sur la culture, sur l'histoire. Pendant le confinement, on avait les livres, on avait la vidéo, mais c'est pas pareil, c'est des pratiques très individuelles. Je dis que les petits musées m'intéressent beaucoup plus que les grands. Moi j'attends, en plus je les attends de façon très précise, parce que on a annoncé cette expo Rodin-Picasso, pour moi ce sont les deux plus grands. Et donc je sais que dès le lendemain de l'ouverture, je me précipiterai ou chez Picasso ou chez Rodin, parce que ce sont des œuvres d'une telle sensualité que les livres, les images ne peuvent pas en rendre compte, quoi, vraiment. Donc il faut voir les œuvres en vrai. Et comme tout mon travail interroge l'histoire de l'art, c'est en permanence. Voilà. J'attends ça. Moi j'aime les musées parce qu'il y a des animaux, des dinos, et du coup, papa et moi, on est allés dans un musée à Vienne et on a trouvé un musée où à l'intérieur il y avait plein de dinos. Et on en avait un électrique. Oui, les musées sont essentiels, tout comme l'accès à la culture et au patrimoine laid. Les musées sont des lieux de rencontre, de partage, d'échange, de convivialité, d'ouverture d'esprit et aussi d'apprentissage. Les musées sont essentiels car ils représentent un pont entre le passé et le présent, un pont entre le particulier et l'universel. Il nous permet de découvrir comment les civilisations, à un certain moment dans leur histoire, ont essayé de mettre en avant ce qui est au-delà des moyens de subsistance. Mais les musées, il faut que ça aille vite, il faut pas traîner. J'aimerais bien prendre mon temps aussi souvent. L'œuvre initiale, l'œuvre originale, non pas une page en production dans un bouquin, et qui irradie quelque chose d'indéfinissable, mais que tu ne peux ressentir que quand tu es en face de ces objets. Pour moi, ils sont essentiels pour pouvoir s'évader, rêver, pouvoir échanger avec les visiteurs, les agents. Les musées fermés, eh bien c'est triste parce que ce sont justement des lieux d'ouverture pour moi, ouverture notamment sur d'autres cultures. Ce sont des lieux où j'ai toujours aimé apprendre, que je trouve rassurants, un peu comme le sont les bibliothèques également. Rassurants parce qu'il y en a partout, en fait, des musées sur toutes sortes de sujets qui peuvent éveiller la curiosité, que l'on soit petit ou grand, et où on peut découvrir le monde, la nature, les cultures, le passé bien sûr, le présent et bien sûr imaginer le futur. Les musées ne m'ont pas manqué parce que ça fait pas partie des choses des endroits que je fréquente habituellement. Mais je peux comprendre que ça ait manqué à certaines personnes, tout comme la fermeture des bars et des cinémas a pu me gêner personnellement. Moi, je suis très content comme ça, on pourra voir les os des dinosaures. Ça restait fermé trop longtemps les musées. Heureusement qu'ils rouvrent. Merci, Ecom France. Le musée est le lieu qui me permet de m'évader vers le beau, vers l'art, me procure des émotions fortes. Il y a quelque chose de vital pour moi dans le fait de pouvoir aller dans un musée. J'étais petite, en Guyane, il n'y avait qu'un musée, mais j'y allais avec l'école, on nous y emmenait. Trop chouette!
J'aime bien y aller au musée de la carte à jouer. On y va. Ce fut une expérience assez incroyable de voir comment se comporte le bâtiment, les collections, sans les visiteurs. On a pu mesurer plein de choses dont on n'avait pas la moindre idée avant. J'aime bien dessiner, colorier, peindre. Donc je suis contente que les musées réouvrent. Retourner voir les peintures des autres artistes avec ma famille. Le musée Franconie en Guyane, on apprenait l'histoire de la Guyane. En Martinique, quand on va au musée André et qu'on voit, tu sais, l'esclave qui a été, le seul esclave qui a été survivant de l'éruption de la montagne Pelée, mais c'est les musées qui nous les apprennent, toutes ces histoires. En fait, moi, les musées me manquaient parce que c'est un moment que je partage avec ma mère et du coup, on peut partager de moments où on voit des œuvres qui nous plaisent. En tout cas, c'est une très grande joie pour tant de personnes qui ont été frustrées, pour de bonnes raisons, bien sûr, les mesures sanitaires indispensables. Mais cette ouverture va enchanter tout le monde. Les musées rendent tangibles, ils rendent tangible pour tout le monde et ça, rien ne peut le remplacer. Enfin, voir des œuvres, avoir le contact avec les artistes par l'intermédiaire de leurs travaux. Pour moi, les musées sont essentiels, car ce sont les seuls liens physiques entre nous et l'histoire, entre nous et la culture. Ce sont aussi des formidables passerelles entre le passé, le présent, le futur. Ce sont aussi des lieux de beauté, mais aussi d'interrogation sur le monde. Ils m'ont manqué, car ce sont des lieux où je me sens bien. Et finalement, ce sont les seuls lieux où je peux m'évader. Moi, je suis très contente que les musées réouvrent parce que je veux aller voir les pierres précieuses avec ma grand-mère. La vie sans la culture serait une erreur. On s'est rendu compte qu'on vivait dans une ville très culturelle et que Paris sans les musées, c'était pas vraiment pareil. Dans quelques jours, nous allons pouvoir ouvrir notre nouveau lieu de culture scientifique qui s'appelle Explora, qui est juste derrière moi, ici. Hop, voilà, vous voyez l'entrée. Et on est ravis de pouvoir à nouveau accueillir le public et enfin faire notre métier de médiateur des sciences. À Explora, ça va être un lieu incroyable pour en fait faire des sciences, manipuler, expérimenter, construire des objets. Hop, nous voici dans l'atelier d'Explora, l'endroit où les gens vont pouvoir manipuler et expérimenter. Les animateurs sont en train de finaliser les derniers préparatifs pour ouvrir dans quelques jours. On a hâte de vous revoir en présentiel. À l'Institut du monde arabe, nous avons supporté la fermeture avec déception car les musées sont tout à fait sûrs. Nous en avons profité pour engager une révolution. Fusion des expositions et des collections dans un même département, nomination de Nathalie Bondil qui vient de Montréal, création d'une salle des donateurs avec des activités de formation professionnelle, développement des activités d'art-thérapie et en direction des quartiers, et création d'un musée, un nouveau musée de Lima à Singapour. Merci à tous pour vos formidables témoignages. Bonne journée internationale des musées 2021 et belle réouverture à partir de demain. Voilà, on a coupé le générique. Merci de votre attention. Comme il n'y a pas aujourd'hui d'orateur français dans le débat, sauf votre modératrice, nous sommes permis de partager ce moment festif, joyeux, qui dit tout le bien que tout le monde pense des musées en introduction à notre débat. Sans doute, pour revenir à notre sujet, sans doute retiendrons-nous que cette crise aura créé de nouvelles formes de solidarité entre musées. Ils se sont formidablement reliés les uns aux autres dès le début de la pandémie. Nous l'observons entre ICOM nationaux, au sein des comités internationaux d'ICOM, entre musées et membres de réseaux. Les échanges, les informations, les bonnes pratiques ont activement circulé. Très vite, des enquêtes, celles d'ICOM bien sûr, celles de l'UNESCO, de NEMO, nous ont divulgué l'ampleur des fermetures et de leurs conséquences et nous avons mis en commun nos expériences, nos solutions, nos protocoles. Grâce, si on peut le dire, à des techniques comme ce Zoom, nous sommes ensemble, bien qu'aux quatre coins du monde, et cela a renforcé notre sentiment d'appartenir à une même communauté professionnelle au sein de laquelle, quelle que soit notre position géographique, nous exerçons tous les mêmes métiers. Nous sommes reliés les uns aux autres par le numérique et cela a permis et initié des solidarités nouvelles. Vous allez tous nous en donner des exemples concrets maintenant, dans le débat. Mais avant de vous passer la parole, je crois qu'il faut rappeler que face au numérique, des enquêtes comme celle de l'UNESCO
souligne surtout les terribles inégalités qui persistent et peut-être même s'accroissent. Seulement 5% des musées en Afrique et dans les petits États insulaires, je cite l'enquête de l'UNESCO, ont accès au numérique. Cela ne date pas du Covid, évidemment. Mais la fracture s'est trouvée probablement amplifiée par les progrès que faisait le reste du monde. Cela peut être, cela doit être, à mes yeux, un axe de notre volonté de solidarité entre musées pour les mois et les années qui suivront cette pandémie. Pour l'heure, nous allons présenter aujourd'hui avec nos invités des expériences de solidarité réussies, d'autres peut-être moins réussies, et cela permettra aussi de préciser les attentes des membres à l'égard de notre organisation de l'ICOM. Je salue nos intervenants et je les remercie d'être là. Stéphane Chagnon, directeur général de la Société des musées du Québec, Sirago Tiara, directrice du musée d'art contemporain de Grèce, Michel Rivet, que je ne vois pas dans la salle, mais elle doit être la vice-présidente de ICOM Canada, Tuliu Zikuka, présidente de l'association finlandaise pour l'éducation dans les musées Pédaali et conservatrice de l'éducation au musée finlandais du Jouet, et Lior Zalmansson, responsable du forum numérique d'ICOM Israël, maître de conférence à l'université de Tel Aviv. Commençons, Stéphane Chagnon, avec vous, si vous le voulez bien, pour une intervention préliminaire. Je crois que vous voulez nous parler des actions menées par la Société des musées du Québec pendant la crise et faire entendre la voix des musées, de vos musées, auprès des décideurs gouvernementaux. À vous la parole, chère Merci, chère Juliette. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je tiens tout d'abord à remercier ICOM France de m'avoir invité à ce débat participatif sur la construction de solidarité entre les musées. Invitation que j'ai acceptée d'emblée puisque la concertation, le réseautage et l'entraide sont à la base même de mon engagement muséal depuis une trentaine d'années. Nous avons besoin de solidarité entre les musées, mais également entre les individus, les communautés, les peuples et les pays pour pouvoir surmonter cette crise sanitaire qui frappe durement le monde et bien entendu les musées. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques repères sur le Québec. Il s'agit d'une province majoritairement francophone située à l'est du Canada avec une population de 8,5 millions de personnes, un territoire immense, c'est-à-dire quatre fois la superficie de l'Allemagne, un réseau de 400 institutions muséales et environ 15 millions d'entrées annuellement dans les musées. Alors, comme le soulignait Madame Raoul Duval, je dirige la Société des musées du Québec qui regroupe 300 musées et 600 professionnels de la muséologie. Alors, quelles leçons pouvons-nous, je dis bien, pouvons-nous tirer de la gestion de cette crise? S'il y a une chose que la pandémie a démontré, c'est que les réseaux structurés capables de se concerter et de parler d'une seule voix auprès des instances gouvernementales décisionnelles ont davantage de chances d'être écoutés, entendus, voire consultés, surtout en temps de crise. Lorsque le 11 mars 2020, le gouvernement du Québec décrète l'état d'urgence sanitaire, l'équipe de la Société des musées du Québec, la SMQ, est déployée en télétravail et passe rapidement en mode de gestion de crise. Dès lors, une veille systématique des informations provenant des gouvernements et des organisations de santé publique a été mise en place afin de diffuser toute l'information pertinente dans une nouvelle page COVID-19 de notre site Web. 4 semaines plus tard, soit à la mi-avril 2020, la SMQ présentait au ministère de la Culture du Québec son plan d'intervention sanitaire pour les musées en temps de COVID-19, démontrant ici la capacité des musées à implanter des protocoles sanitaires stricts pour assurer à la fois la sécurité du public et du personnel. Afin que les musées puissent se connecter entre eux, nous avons organisé des forums virtuels de discussion qui ont permis aux gestionnaires de musées de partager leurs préoccupations et d'échanger sur des pistes de solutions.
Agissant comme de véritables premiers secours, nous avons distribué à travers le Québec plus de 500 visières, des protections oculaires pour le personnel des musées et conçu une série de pictogrammes prêts à imprimer afin d'aider les institutions muséales à se conformer aux normes sanitaires et à se préparer pour une réouverture sécuritaire. Ce devoir d'assistance s'est manifesté à chacune des étapes de la crise, de son déclenchement jusqu'à la relance des activités muséales. À maintes reprises, nous avons expliqué le rôle et la pertinence des musées, présentés alors comme des refuges pouvant aider les communautés éprouvées à retrouver une certaine normalité après des semaines de confinement, voire des mois. Et afin de mesurer les impacts humains et financiers de la pandémie pour les musées, la Société des musées du Québec a réalisé 2 enquêtes auprès de ses membres institutionnels qui ont démontré des pertes de 34 millions de dollars canadiens pour 120 musées répondants, et ce pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020. Au cours de nos nombreux échanges avec des représentants du ministère de la Culture du Québec et du ministère du Patrimoine canadien, nous avons réclamé une aide d'urgence et un soutien financier ponctuel pour aider les musées à surmonter cette crise. Les gouvernements canadiens et québécois ont répondu à l'appel de détresse des musées en débloquant respectivement 53 millions de dollars pour les musées du Canada et 400 millions de dollars pour les organismes culturels du Québec. Nous l'avons tous constaté, l'écosystème muséal a été frappé de plein fouet. Au premier chef, les musées ont subi une atrophie de leurs revenus autogénérés et la situation perdure encore aujourd'hui en raison notamment de l'absence de touristes internationaux, de l'interdiction des activités de groupe et surtout des restrictions sanitaires qui limitent les capacités d'accueil de nos salles d'exposition. Devant la fermeture de leur établissement, le personnel des musées a fait preuve de résilience, d'inventivité et de créativité, comme en témoignent les 120 propositions numériques que nous avons répertoriées dans une page web dédiée aux expériences et expositions virtuelles. Marqué par 14 mois de pandémie, 2 confinements, 3 vagues de coronavirus et 8 mois de fermeture de musées, le personnel des institutions muséales a navigué à travers ces perturbations avec le soutien et l'entraide de la Société des musées du Québec. Afin d'accompagner les gestionnaires et les professionnels des musées aux prises avec des enjeux de transformation de l'offre muséale, transformation organisationnelle, transformation des pratiques, nous avons offert au cours de la dernière année pas moins de 43 activités de formation en distanciel à la communauté muséale du Québec sur des sujets aussi variés que la médiation muséale, l'éco-responsabilité, l'accueil des visiteurs en situation de handicap et le maintien de milieux de travail respectueux dans les musées. Et que répondre à la question, en cas de nouvelle crise, comment pouvons-nous nous préparer? Eh bien, je crois sincèrement que les musées devront poursuivre et faire la démonstration de leur pertinence auprès des instances politiques et de la société. Il est impératif de les positionner comme un service essentiel, au même titre que le marché d'alimentation ou le service de soutien psychologique. Voilà, j'aimerais en terminant remercier toute l'équipe de la Société des musées du Québec qui s'est adaptée aux circonstances pour le moins difficiles et qui ont fait preuve d'une réactivité et d'une souplesse hors du commun depuis plus d'une année. Et je conclurai avec ces mots d'Albert Jacquard. Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre. Merci. Merci Stéphane. Jolie conclusion, cette question de la solidarité des habitants de la Terre.
peut-être de la construction d'un monde durable revient vraiment très souvent dans nos débats. C'est pas le centre de notre débat d'aujourd'hui, mais nous aurons bien des occasions d'en reparler. Je n'ai pas dit dans l'introduction, mais n'hésitez pas à poser des questions dans la zone de dialogue, dans le chat. C'est une bonne manière, si vous le souhaitez, d'apporter des informations complémentaires ou d'indiquer les questions que vous souhaitez poser à nos orateurs. Je vais passer maintenant la parole à Sirago Tsiara, directrice du musée d'art contemporain en Grèce. Vous êtes historienne de l'art et je crois que vous voulez nous parler, chère Sirago, à la fois du premier projet de réseau des musées de culture contemporaine et que vous avez aussi envie de parler de prospective, d'aborder la question de ce que la crise humanitaire, la crise financière mondiale nous a obligés ou permis de voir. Je vous passe la parole pour votre intervention préliminaire. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone, for sharing this conversation. And I would like to thank Mrs. Teti Hatzinikolaou, too, from the ICOM Greece, who has invited me and to share with you in the context of this conference, together with my colleague, Areti Leopoulou, from the Museum of Contemporary Art of Momus, our recent experience concerning tools and methods that aim to enhance solidarity, not only between cultural institutions, but most importantly, between the museum and community. I come from Thessaloniki. I come from the second city of Greece, from an institution which is called the Metropolitan Organization of Museums of Visual Arts, which institution made solidarity and collaboration the main survival and progress tool. Since 2 years ago, 5 museums and art centers in Greece, specifically the Museum of Modern Art, the Museum of Contemporary Art, the Museum of Photography, and the Experimental Center for the Arts in Thessaloniki, together with Alex Milonas Museum of Sculpture in Athens, all 5 of us, we were united and created a common platform called Momus. Since then, we are working together, sharing capital and human labor, coordinating our activity, though each one of us maintaining their own separate profile, exhibition, and program. I would like to start in this meeting by stressing a basic principle. For people like us who work in the public institution of the cultural sector, the questions, which is the audience that we address or create, what kind of exhibitions and social programs we offer, what are the channels of production and communication that we use, how we finance our activity, and how we manage to be meaningful in critical times, these questions are always very serious issues of reconsideration. When we focus on the current social context, we have to take in account that the pandemic crisis hit us after 10 years long financial crisis that Greece went through and still tries to recover from. During this period and under the severe cuts imposed on the public cultural sector, we had to literally reinvent ourselves in order to find new tools that would ensure our sustainability, networking, and expand our collaborations in the axis of sharing our common capital, collections, infrastructures, experience, and labor. I would say that this period of the 10 years made us appreciate the benefits of collaboration and solidarity much more than we had done before. And now, during the last year of the pandemic, with the museums closed and people confined in their homes, facing the vital existential fear concerning the loss of their lives and the lives of their beloved ones, the question,
what makes art meaningful for human life acquired a new content. The same goes on for the instruments that we use in order to support our basic role, which is the promotion and mobility and the looking of artistic work. Obviously enough, digital space came up as the immediate answer for an alternative kind of public sphere, a substitute, I would say a poor substitute of body contact, but in the same time, a tool of release and sense of sharing. Through their own screens, inside the safe home of space, the recipients of our initiatives shared for many months images of artworks belonging to our collections, virtual tours and public discussions. A second step towards reciprocity and interactivity was the creation of a new forum called Momus Resilience Project, a name that refers to our platform and the art object as res in the same time. This platform was open to artists and non-artists in order to receive and share images of people's daily life in the days of restricted mobility, with the artistic content, each one freely attributed to the image. So far, so close, Momus, Domus, Kinderdocs Art Lab, Anthropos were some of the activities and digital exhibitions we initiated during the COVID period. During the same period, between May and November 2020, Greece had the chairmanship of the Council of Europe, one of the oldest and most prestigious European organizations with the aim to protect human rights, democracy, and the rule of law among European citizens. Greek chairmanship in the period of COVID pandemic consisted an unprecedented challenge, which the Greek Ministry of Culture and Sports, and specifically the General Directorate of Contemporary Culture, faced as an opportunity to address European audience through the joint forces of Network of Contemporary Culture Museums. This is a network that pre-existed and was activated during the COVID period. As a result, Momus, with all its museum collections, together with the National Museum of Contemporary Art and the National Gallery Museum of Alexandros Souchos in Athens, we all worked together in order to create an original digital exhibition that would address and communicate the values of the European Council through the course of artwork that went through the 20th and 21st century by connecting and juxtaposing different visual codes around common human experiences. The exhibition was entitled Visualizing Humanity and was inspired by the unprecedented challenges humanity had to face related to growing economic inequalities, uncontrollable culture of fear, arbitrary restrictions of individual human freedom, and job insecurity. These challenges highlight the human rights debate as more relevant than ever, 70 years after the signing of the European Declaration of Human Rights. And now, Mrs. Aretia Logoulou, fellow curator and art historian at Momus, with which we worked together for the exhibition I told you before, will continue from now on, familiarizing you with the content of the exhibition. As for me, thank you very much for sharing these ideas and thoughts and be part of this platform. Areti, now we'll continue. Bonjour à tous. Hello, everyone. We're very happy to share this project, an exhibition challenge that was produced under completely unprecedented conditions and elements. And I'm really happy to tell you how we've experienced all this along with our colleagues from the National Gallery Museum of Alexandros Souchos and the National Museum of Contemporary Art. This exhibition was set up by Momus on the Momus platform during and within a city lockdown in Thessaloniki, half of a lockdown in Athens. So at least on our part, it was actually completed from our homes.
Of course, all colleagues from both museums were responding tirelessly, and after several Zoom meetings, telephones, and emails, a 3-chapter exhibition was created and was digitally installed. Each institution decided to undertake a chapter which would be shaped by artworks from the permanent collections of all 3 involved institutions. And each museum team, curatorial team, proposed artworks from its collections, and their individual configuration was done accordingly. We can surf together. I have shared the link of the exhibition on our chat box, and you can start surfing on the platform while I'm talking about it. The exhibition Visualizing Humanity had 3 chapters. The chapter entitled Animus Immortalis Est was curated by the National Gallery curatorial team, and it's raising the critical issue of humans' life value and dignity at a time when fundamentalism, fascism, religious extremism, and terrorism threaten the humanitarian values on which post-World War II Europe was built. The second chapter, entitled Feels Like Home, curated by the National Museum of Contemporary Art curatorial team, deals with the concept of home, both literally and figuratively. Globalization has turned millions of people from citizens to immigrants. The right to housing, social security, and self-determination is more urgent than ever as issues. So what does home mean to each of us? Finally, the chapter on climate crisis presents artworks that aim to demonstrate the major issue of climate change. Now, there are a few points and remarks that need to be mentioned in the context of this project and this particular kind of collaboration between museums. It was all done almost entirely from a distance. We never saw our colleagues live, as I have already mentioned. It was done with digital transfer and exchange of artworks, not with a regular, traditional and actual art handling. A fact that would have technically and legally, of course, be completely different and have a completely different management. And of course, financially, a completely different budget in the case of, for example, a live exhibition. Some of the artworks presented in this exhibition can be presented simultaneously and in parallel in visitable live exhibitions of the institutions. For example, the National Gallery just opened its doors and its new building. And many of the artworks that are presented in the platform are now hanging on the walls already of the Institute. Even if we know that the public understands that the experience of the work of art is not complete through the platform and possibly not even sufficient, the artworks are at least visible, were at least visible during the lockdown and communicable, even for those who cannot visit the museum at all. For example, for those in other countries like you right now. In this context, of course, the work of art has now acquired a slightly different role. It is information and has both an educational role and a content. Therefore, this exhibition may not necessarily have a time limit and a framework. It can be there on the platform, floating on the internet space forever, and is available to anyone, anywhere. There can be made at any time any kind of corrections to the information material of the exhibition, even changes. It does not have a strictly established form and structure, but any error or bug is detected dynamically, and as is the case of any website. So through all this, we learned and informed each other, all colleagues involved, about how we work in our institutions. Also, we learned a lot about the differences of digital management to the differences and similarities of perception of the work of art between institutions, which are inevitably differentiated. For example, in National Gallery, there aren't any new medium artworks with content related to the contemporary concept of ecology, as the works of the National Gallery in the permanent collection are mostly historical and emblematic artworks of 19th century until the mid-late 20th.
And the curatorial perspective is also reasonably and inevitably different at this kind of work, because it is different to work with mainly painting and sculpture, with historical palimpsests that are included, for example, in our national school books. And it is totally different at the same time to work with an upcoming young artist from the field of performance on a video that took place and was recorded 5 years ago, or a three-dimensional art installation that needs to be well presented online because it might never be correctly presented online. So with the National Museum of Contemporary Art, things were obviously quite more relevant, of course, due to the common field of work, production, but also to the similar technical and technological need that our artworks demand. What is noteworthy, however, is how fruitful this collaboration was between us all, based on a mutual respect and most of all on our greater need to communicate the works of art and their multiple narratives while being somehow working from our homes, with hard drives transporting actually our history through algorithms and programming codes. We had to work with the shoes of every different co-curator and respect the different identity of each institution in order to host such an exhibition on this platform. And it is true that we lost the joy of opening crates with artworks, signing condition reports or loan agreements. We spoke, finally, we spoke many different kinds of languages to make this all happen. Therefore, though it seems to be very technical, we've learned much more than we expected, and we absolutely all are by now more experienced on how to collaborate. And art itself, on the other hand, stubbornly found the field to exist, to be visible, and tell the universal truths that it manages to formulate over time. So we survived. We were present digitally through new barriers and technologies by modernizing our ways and means. Finally, we're now together, we're all healthy, and we are thankfully resilient. So thank you very much. Merci. Merci beaucoup, Areti, de ce témoignage très intéressant. Numériser l'humanité, c'est une ambition que nous n'avions pas osé jusqu'à maintenant, mais peut-être nous pourrions justement avoir une discussion à plusieurs sur cette importante question de la numérisation. Nous en reparlerons peut-être lors du débat. Merci en tout cas. Je vais passer la parole maintenant à Michèle Rivet, chère Michèle, qui est vice-présidente du ICOM Canada, qui est muséologue. Et je crois que, Michèle, vous voulez nous dire un mot de l'approche d'ICOM Canada à l'ICOM, à l'échelle de ce très vaste pays d'Amérique du Nord pendant la crise de la pandémie. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente Raoul Duval. C'est effectivement un plaisir que d'être avec ce groupe aujourd'hui. Je m'excuse de mon retard. C'est toujours quand on ne le veut pas que les problèmes de communication s'en mêlent. Alors, je suis avec vous. J'espère que je pourrai y rester jusqu'à la fin parce que je pense qu'il s'agit d'une séance extrêmement importante. D'abord, écoutez, on doit se dire bon anniversaire à tous, c'est la Journée internationale des musées, c'est extrêmement important, c'est encore ça qui nous réunit encore davantage, je peux m'exprimer ainsi. Alors écoutez, mon propos sera bref. D'abord, je tiens à excuser Madame la Présidente d'ICOM Canada, Marie Lalonde, qui malheureusement ne peut se joindre à nous parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de festivités reliées à la Journée internationale des musées. Alors, ICOM Canada, qu'avons-nous fait? Nous sommes retrouvés en pleine pandémie comme nous tous et ce que nous avons cherché à faire alors, c'est véritablement de continuer quand même à rejoindre nos membres, nous le pensions extrêmement important, être un lien de rencontre, un lien où tout le monde peut finalement se parler et nous avons donc planifié certaines activités en ce sens. Nous en avons profité d'ailleurs parce qu'ICOM Canada est très soucieux
de l'évolution de la question sur la définition de musée. Nous en avons donc profité pour faire un webinaire avec le président Alberto Garlandini et aussi, bien sûr, Bruno Brulon, puisqu'il est le président d'ICOFOM et qu'il est également très impliqué ICOFOM est très impliqué dans cette définition de musée, et lui, encore davantage, comme vice-président de ce comité MDPP2. Ce fut un succès. Nous avons eu beaucoup de réactions par la suite, à telle enseigne que c'est créé un climat de dialogue, de conversation entre les membres du musée et nous, ce qui n'avait vraiment pas été tant que ça le cas avant la pandémie. Donc, sans doute, est-ce un des effets bénéfiques, si tant est qu'il y en ait, de cette fameuse pandémie. Par ailleurs, nous avons également consulté nos membres sur notre plan stratégique sur lequel nous travaillons actuellement. Et ce que nous avons réalisé, c'est que finalement, le fait d'amorcer le dialogue Internet, le dialogue virtuel avec les membres, a développé une forme de solidarité entre les membres qui ont répondu beaucoup davantage aux différentes questions que nous leur avons posées, aux différents sondages que nous avons faits. Et je pense qu'il est important de signaler aussi qu'en temps de pandémie, bien évidemment, le virtuel prend toute son importance, on vous l'avait dit beaucoup mieux que moi sans doute, mais c'est sûrement ce qui a amené ce symposium annuel d'ICOFOM sur la décolonisation, un symposium qui devait avoir lieu en présentiel, selon l'expression populaire, mais qui évidemment s'est déroulé de manière virtuelle, mais symposium finalement où nous avons dû bloquer les admissions parce que finalement nos plateformes ne nous permettaient pas davantage à 1000 participants. 1000, évidemment, ICOFOM n'avait jamais vu pareil nombre de personnes pour un symposium, ce qui nous a permis aussi, ce symposium devait être basé à Montréal, ce qui nous a permis aussi, évidemment, d'avoir des conférenciers qui venaient de partout, en quelque sorte. C'est ainsi que nous avons eu Je pense que notre ami Michel Rivet a un problème de connexion. Michel, vous êtes toujours avec nous? Je regarde si Michel arrive. On donne 2 minutes et sinon, je passerai la parole à l'oratrice suivante. Et on reviendra vers Michel un petit peu plus tard. Je ne sais pas si vous m'entendez, Michel, dans ce cas-là, mettez-moi un texto ou un WhatsApp. Je vais passer la parole. Merci, c'était pourtant fort intéressant ce qu'on était en train d'entendre, cette expérience en très grand format. Mais si vous le voulez bien, je vais passer la parole à Tuuli. Uzikuka, peut-être que j'écorche un peu votre nom, j'espère que non. Donc, Tuuli, vous êtes finlandaise, présidente de l'association finlandaise pour l'éducation dans les musées et conservatrice au musée finlandais du jouet. C'est très intéressant d'écouter votre expérience, parce que je crois que vous avez travaillé au remodelage du musée pendant cette période de pandémie. Donc, je vous passe la parole et bien évidemment, on repassera la parole à Michel si on la récupère avant la fin de cette séance. À vous, Tuuli. Yeah, good afternoon, everybody, and thank you, ICOM, for invite me here. And I was thinking about telling you about what PEDALI, so Museum Education Association, have done in Finland, and I will share. Okay. I was thinking of sharing, but there is not. So we have 300 audio workers or educator workers, creators in our members, and we had provided
and platform for cooperation and exchange for good practices and support for museums educators. And first, when pandemic hit Finland in March 2020, of course, it was a shock, and we had to cancel everything that we had planned for that year. But pretty soon, at May, we had our first Zoom meeting. Before that, we hadn't had any like virtual meetings. So it was the first one, and after that, we have 14 Zoom meetings with our members, and we saw the situation to be good way to reach also foreign and international partners. So at that summer, we had we invite different kind of international interesting speakers to our meetings. And our meetings have include different kind of we had exhibition excursions, lectures, workshops, and for most important, discussion forum for our members. And the themes of our events have influenced by our members' wishes or very current topics. So we had meetings about digital pedagogy and decolonization and Black Lives Matter and climate exchange, service design, accessibility. And our first meeting was after pandemic hit us was in May, and then we invite this British art historian and anthropologist Alice Proctor, who has like encouraged museums and to rethink the politics of display of their galleries. And June 2020, we invite artist and a performer and author and MoMA's educator from New York, Pablo Helguera, and he told us how in MoMA was the situation during pandemic, but also he told us what is the situation in New York during the Black Lives Matter situation. And then September, we usually have our like yearly trip, for another European city for our members, but we couldn't travel anywhere, so we had this virtual trip to New Zealand, and we visit the Papa Tongarewa Museum in New Zealand. And we continue this Black Lives Matter at October, and then we had webinar in Finnish Ethnographic Museum, Helena Rautavaara. And then we also in later in this early this year had also in the same like the colonization team meeting with Amos Rex, which is a museum in Helsinki, which had
Egyptian exhibition. And also the climate change has been very, very like a very actual topic that in Finland that has spoken, including the pandemic. And so we also had this kind of workshop or lecture for our members that we told how to execute climate actions on museums, and we could change our what the different museums in Finland has done in that climate change. And I think the most important of our meetings have been the discussion that we have with our members, that normally everybody work at their homes, and also in Finland museums have been mostly shut down. At spring 2020 we were closed 3 months, and then opened during summer and fall, but end of the fall also they were closing. So our meetings have been those few moments that people have seen their colleagues. So I would say that in Finland this pandemic has been some positive acts. I think the digital jump has been it was like forced to happen, and many museums have like taken very big steps through that, and had very successful what they have done for big steps, and being very active and take over different digital platforms, and many people have been able to enjoy museums from far away. And I think in Pedali, when we have our members all over the Finland, and I think this year during this pandemic year, we have receipts many our more our members that years before pandemic. So also good things has pandemic bring. Yeah, thank you. Merci Touli. Oui, cette conclusion sur les côtés positifs de la pandémie, on a tous eu cet esprit de résilience, de chercher ce qu'il y avait de positif. Certains d'entre vous tout à l'heure ont souligné aussi les grandes inégalités qui étaient apparues. Donc ça va être les dilemmes que nous allons avoir à traiter dans les mois et dans les années à venir. Comment créer de nouvelles solidarités pour réduire les nouvelles inégalités qui se sont créées, parce que c'est aussi des grandes questions que nous allons avoir à affronter. Je vois que Michel est revenu avec nous. Michel, est-ce que vous voulez continuer maintenant votre intervention, ou vous voulez qu'on finisse? Évidemment, je tiens à nouveau à m'excuser, Madame la Présidente. Je pense c'est les aléas de la technique, hein, ça ne marche pas toujours très bien.
Oui, je pense, effectivement, Madame la Présidente, je voudrais seulement ajouter, je crois que cette pandémie a permis finalement, dans ce grand pays, comme vous le mentionniez tout à l'heure, de pouvoir réunir davantage, évidemment de manière virtuelle, donc en allant chercher ceux qui autrement ne se seraient peut-être pas intéressés au musée parce qu'ils sont trop loin. Et je voudrais tout simplement terminer, Madame la Présidente, en parlant du Musée canadien pour les droits de la personne qui est situé à Winnipeg, nouveau musée qui est ouvert depuis 2014, droits de la personne, droits de l'homme, dirions-nous en Europe, mais je pense que finalement, ça rejoint les préoccupations de ce 21e siècle, et finalement par toutes sortes de techniques virtuelles, c'est-à-dire visite du musée, visite d'exposition, participation interactive avec les personnes qui participaient à ces visites-là. Je pense qu'on a rejoint un public. Winnipeg, c'est une petite ville qui est au centre du Canada, donc un peu loin des grands centres. Et finalement, ce musée a rejoint beaucoup plus de personnes, a eu beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus d'interactions avec son public qu'il ne l'aurait eu si on avait été en présentiel. Bien sûr, loin de moi l'idée de dire que la pandémie n'a que des bienfaits. Vous voyez ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais ceci étant, chercher ses membres. Et ce musée canadien est davantage aussi aller chercher les gens qui sont venus plus facilement, parce qu'il s'agissait finalement de se loguer, selon l'expression populaire, pour y arriver. Donc, c'est un peu le contenu de ce que je voulais indiquer, Madame la Présidente, en m'excusant à nouveau de l'avoir fait de manière aussi erratique, mais il y avait des composantes qui, finalement, m'échappaient. Je vous remercie. Merci Michel, non, pas de souci. On sait bien que la technique, on est tous en train de dire qu'elle permet tout, mais non, elle ne permet pas tout. Oui, elle nous met en lien les uns avec les autres. Oui, on en a l'expérience aujourd'hui même où on a des collègues d'Équateur, des collègues de Buenos Aires, des collègues de tous les endroits du monde. Et ça, évidemment, c'était totalement inimaginable. Bonjour, Juan Fernandez. C'était tout à fait inimaginable auparavant, tant qu'on n'avait pas ces système-là. Est-ce que cela, pour autant, crée davantage de solidarité entre les musées, entre les professionnels des musées? Je crois que ça crée autre chose avec les publics, autre chose entre nous. Ensuite, la balance entre la chose, il faudra un jour le faire, mais ce n'est pas encore tout à fait le jour de le faire. Je continue à passer la parole à nos intervenants, puis on aura un débat et je vois quelques personnes qui s'expriment dans le chat. Surtout, je vous en prie, exprimez-vous. Je vois nos amis belges qui nous disent qu'ils n'ont pas fermé leur musée pendant toute cette période. J'ai bien envie de leur passer la parole tout à l'heure s'ils sont prêts éventuellement à intervenir. Mais en attendant, je vais passer la parole à Lior Zalmanson. Merci beaucoup d'être avec nous, cher Lior. C'est important. Vous êtes responsable du forum numérique, dit comme Isaël. Donc, on est en plein dans le sujet. Je n'avais pas forcément en tête, quand on a construit cette séance, que finalement, en parlant de nouvelle solidarité entre musées, on savait bien qu'on parlerait du numérique. Je n'étais pas si sûre qu'on parlerait à ce point du numérique, mais enfin, donc, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous voulez nous parler peut-être du site web que vous avez réussi à mettre en place, surtout du changement de paradigme, disiez-vous, dans la conception des activités en ligne des musées. Votre témoignage est tout à fait important. À vous la parole. Hi, thank you so much for inviting me. It's so great to be here. Very troubling week, but it's very inspiring to see these kinds of forums thinking together about solidarity worldwide. If I can, I prepared a slideshow for you. Can I get permission to share my screen? So it's currently disabled. Okay, well, while you help me, I'll start. Il faut donner le partage. C'est bon. Okay. It's okay. Okay, now I see it. Okay, so here you go. I hope you can all see it. Okay, so I will talk to you in the next few minutes about the way
museums, specifically in Israel, but I'm sure not just in Israel from what I've researched, have changed their thinking about the role of a website. And as you all know, and this was our point of departure, physical museums, most of the world were closed in the last year. And the problem is that when the museum is now only a website to most people, since the physical environment is shut down, we discovered that most museums are problematic experiences. In fact, most museums just offer information as part of the website. They don't offer an experience. This is just an example from one of our Israel museums, where the website is mostly intended to give you information pre-visit to the physical museum. But it doesn't have to be like that. And that's what I'm going to stress and to focus on in the next few minutes. But before I do, here are some more challenges that we encountered moving to the digital. There is a feel currently in the cultural heritage world of losing ownership also to big tech. Google, specifically Google Arts and Culture, Facebook, are controlling in many ways the information we received, also information to museums, information to culture. They are doing incredible projects on one hand, trying to engage people with history and with arts, but on the other hand, they take a lot of the ownership or the design idea and concepts, and they make it their own. They make it Silicon Valley. And this is something I think we should discuss now that we consider being more in the digital world. Because why? Because when we are incorporating these platforms and giving them control over our websites and the way our museums look online, they curate it for us. And when the Facebook curates or Twitter curates or Instagram, they also decide what will get promoted, what will get moderated. So these are just a few examples of why websites and museums are important and why it's important for museums to spend thinking and spend resources to make them independent and also exploratory and experiential. Most of us, when we do something with the website, if it's not just information, we tend to focus on the building. So we shut down the buildings, but in many museum websites, like the example you see here, the focus is, as you can see, is on the wall, is on the scan of the real museum, which I think is not imaginative enough. The internet, the digital world gives us so many opportunities as museum professionals to explore ideas. And I will focus on the specific idea of solidarity. I don't think a museum website, again, should be about information. It shouldn't be about the building. It should be about how do we use the internet to make a museum more global, more inclusive, so everybody will feel welcomed. It's about how to create communities and new sorts of intimacy through the use of digital tools. It's about flexibility. Exhibitions take years to develop, but virtual exhibitions could be shorter, could take less time because of the lack of physical artifacts. That is actually could be an enabler, could be a catalyst for museum transformation and dynamics. And also, and which I think is very important in the COVID time, it connects the private and the public. It creates the home and the institute. And I'll give you a few quick examples. So first of all, we established a community. We call it Culture in the Days of COVID. It has almost 10,000 cultural professionals from all around Israel to share knowledge, to share experience, to create communities together. One of the things we've done there are a lot, as you know, we are all in Zoom. So we of course started with Zoom sessions. We created
conferences called Culture from a Safe Distance that were about ideas for the present day, given the shutdown to museums. What should we do? How can we think differently about museums? And one of the proposals was to build a festival. So in April 2020, there was a festival from the group. We called it Viral Festival, and it took artists and producers from different cultural institutes and asked them to create new works that are born digital, that are created for the internet, that are not replicas of the physical space, that are not, let's say, a copy of what could have happened in the regular world. These are new works, mostly arts, architecture, theatrical works, performative works for the screen. So just to give you a quick example, this is one work which was actually using Zoom in a new way. So you could see here, it's basically a Zoom channel, but it creates new sorts of intimacies and touch between people by just bringing screens together. So it's all these sort of like funny games, but it's really a work about intimacy in the age of isolation. And in terms of Ecom Israel, we opened up all of our forums. We have forums for digital design, accessibility, for the veterans, education departments, and collections. We opened them via Zoom. We opened them via Facebook. And this increased the amount of conversations, how many people we get into each conversation. It's made the forums much more open, much more inclusive. So people from all around Israel, even people with less accessibility in terms of geography or in terms of budgets, could attend these sessions and learn and share their practices. I also saw that a few examples of the always on culture that the internet allows. The internet does not shut down at night, right? It doesn't have opening hours like museums. So there were a lot of online streaming where you broadcast like a TV channel going on and on what's happening currently. And this is a funny project called Art BNB, where a group of artists actually slapped and broadcast their live in the Tel Aviv Museum of the Arts. So here you can see them sleeping next to Jeff Koons' sculpture. And it was, of course, a criticism on the state of culture given the shutdown. We also seen some virtual museums. This is Tmuna Museum happening in virtual space, virtual reality, created new ideas about space, spaces that shift and change and are becoming dynamic and can host multiple exhibitions. So this is also an example that we see in Israel this year. And I think just to finish up, that we should, as Ecom, think about how to make museum websites more like an experience to increase solidarity. How do we do this? We think about emotion in design, not just functionality. We focus on stories, on storytelling, and on surprises. We provide websites that are changing, are dynamic, and are personalized, and we give a place in the website to the community. We let them co-create with our collection, with our artifacts. We ask the community through the website, what do they need, what do they want, and incorporate it in the website. Of course, there's tons of challenges. This is not simple in any way. It requires us to address literacy, digital divide issues. Not everybody has access to digital or digital knowledge. It requires different sorts of funding from government or also from philanthropies. It has copyright issues for some of the works and some of the projects that we need to address. And of course, it creates a need to change also how we think about the viewer or the visitor, because the people who use these sort of devices, they don't have the attention span, and we don't have the control as we have in the physical museum. So we need to shift our view, see the opportunities, but also face the challenges.
And if we face them together, I think we can create much more knowledge. So I open up the stage to also send me your thoughts. And I remind also, if you don't know, the European Union is now conducting Horizon specifically about participatory management in museums. If you're involved in that, your university or your museum, I would love also if you can get in touch, because we really want to form a collaboration in Europe between the different museums on this specific topic. Thank you so much. Merci beaucoup, Lior, de cette présentation de votre site qui montre beaucoup de choses, en fait, qui montre une grande créativité, évidemment, et qui invite à ce qu'on pense peut-être les métiers du musée différemment, qu'on ne se contente pas de leur donner une accélération par le numérique, mais qu'on pense les choses très différemment. Et Yann Van Roy, je ne sais pas, notre collègue belge dans le chat, je ne sais pas si vous êtes prête à intervenir éventuellement maintenant. Vous dites à plusieurs endroits, il me semble, dans le chat, que le futur des musées est évidemment hybride. C'est peut-être une évidence, encore faut-il donner des exemples concrets de cette hybridation. Alors, les choses qui évidemment viennent à l'esprit, c'est bien organiser, réorganiser le présentiel et le distanciel, pour employer des mots qui sont un peu à la mode, mais on voit bien que les enjeux du musée de demain, c'est un petit peu ce que vous disiez, c'est aussi d'être inclusif, c'est-à-dire de savoir faire venir les publics qu'on a rencontrés sur le numérique, rendre accessible ce qu'on fait. C'est un peu ça, peut-être, les expériences, si vous en avez les uns et les autres dans la salle, ce qui est encore là, peut-être des expériences dont vous pourriez témoigner, des choses que vous avez faites ensemble, des choses que vous avez faites entre musées, des coproductions peut-être précises. Je vais vous laisser parler. Je regarde si quelqu'un a envie d'attraper mon invitation à s'exprimer dans le chat, mais je repense à la séance qu'on avait faite avec plusieurs d'entre vous déjà le 15 décembre dernier, qui portait aussi sur le thème des solidarités, puisque c'est le thème générique de notre cycle Tous Ensemble. Et on avait eu des exemples qui étaient extrêmement intéressants, notamment de la question de solidarité dans le travail, l'impact du télétravail, les nouvelles manières de travailler ensemble, les conséquences que cela pouvait avoir d'être éloigné de ses collègues. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de parler de ces différents aspects d'hybridation. Johan, je peux vous passer la parole. Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Thank you. Yes, can you hear me? Merci. Bon International Museum Day at everybody. I used to be a worker in a museum, Beaux-Arts in Brussels. It's a cultural house with a different and a large scope on art. And today I work at Ticketmaster, and it is a digital ticket provider platform. My experience during this pandemic is that we were very, very lucky in Belgium, because the government decided that museums are the only way that people can be in touch with art. And it worked really well. I've seen in Brussels museums like being sold out because they have a new system of reservation with time slots. And that system allows also to have more information about the people who visit your institution. I really loved the presentation of Mr. Zalmans about the always on and the collection being more like a platform
not only presentation and not only offline information. That's the way you can connect with your audience. And in the future, I think, yeah, that's the key of any collection. How can we keep it alive? How can we add value to it? And how can we have input by the audience to make it more accessible? Interesting times, but it's not really an answer to you how solidarity between workers in the museum can be augmented. The thing is, via those kind of Zoom meetings, we can also maybe invite people of other businesses to have their experience and to see how on the work floor, not only via a Zoom platform, but with yeah, new ideas. What about augmented reality? What about people who don't have the access to the internet? How can we reach them? I think there's a lot of interesting questions in the future. Every crisis is not a waste, but to use and to have yeah, new insights. Oui, merci. Est-ce que d'autres ont envie d'intervenir sur ce même sujet ou sur un autre sujet? Je regarde si des mains se lèvent. Moi, j'aurais volontiers aussi apporté ce témoignage que chez nous, en tout cas, des fédérations professionnelles qui se connaissent naturellement de longue date, mais n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. On s'est mis à travailler ensemble. Je pense qu'on est quelques-uns dans cette salle, la Fédération des écomusées et musées de société. Je ne sais pas si Céline Chanas est toujours dans la salle. On a eu à plusieurs reprises également à l'invitation de notre ministère de la Culture et du service des musées de France, on a eu vraiment l'occasion d'échanger et de coopérer pour beaucoup mieux saisir ce qu'il se passait dans nos musées, puisqu'on a plusieurs associations de musées, on a du coup beaucoup mieux, je crois, perçu entre nous la diversité, mais aussi l'unité du paysage muséal dans notre propre pays. Ça, c'est un effet, une nécessité de coopérer qui nous a permis ça. Et puis, on a aussi eu pas tant que ça, mais enfin eu des actions de coopération avec d'autres acteurs du monde de la culture. Je pense au CIPAC, dont je crois que Xavier Montagnon est dans la salle avec nous. On a agi ensemble pour espérer et demander une réouverture assez rapide des musées. Est-ce que Céline ou Xavier, l'un de vous deux veut dire un mot de témoignage de ces coopérations qui, bien sûr, préexistaient, mais qui ont pris peut-être un peu une autre dimension? Est-ce que vous avez envie d'intervenir, l'un ou l'autre? Je ne vous vois pas et vous êtes peut-être plus avec nous. Je n'arrive pas à voir. Il y a un nouveau message, je n'arrive pas à le voir. Non, je suis désolée, j'arrive pas. Musée du Québec, mais non, il n'y a rien. Non, bon, on arrive quasiment à la fin de notre session dans tous les cas de figure. J'aurais quelques petites informations à vous donner sur le prochain débat, mais Nava, notre collègue du DICOM Israël, doit faire la conclusion de cette séance. Alors, est-ce que je peux demander à Nava de prendre la parole maintenant pour 5 minutes peut-être de conclusion, un petit peu plus, Nava, si tu veux, le temps dont tu as besoin. Yes, sure. Pour quelques informations. Am I well connected? Thank you. Thank you, Juliette, and thank you to all the speakers. Thank you all. We learned a lot, and a lot has been done with a lot of creativity inside countries. And with digital work, connecting members, connecting audiences, and the whole public. It was very inspiring to hear all of you. And I think there were, to this pandemic, we saw some
beautiful sides that made us all very creative. But some of the sides, some things we need to learn from this pandemic. And I think the theme of this meeting is very, very important. It's very important for strengthening the museums and for their resilience. Museums work for society and within communities. And while if museums are strong, then we make society stronger and our community stronger. So this has a very social value for humanity. Strengthening museums means, in a way, strengthening humanity all around the world. And things are moving very, very fast now. But in this point, I think it's very important to learn and to draw conclusions from COVID-19. We saw the very creative side that most of you showed us, and it is really impressive, very, very impressive. And this period, it reflects the strengths, but also the weaknesses of the relationships between museums. And we're talking about solidarity. Solidarity first means connections. And if we check our connections during this COVID-19 period, we can learn some things. Inside the countries, we were very, very well connected, as many people, all the speakers today demonstrated, very well connected to the members, to the public, and did a very creative and very good work. But our countries, the museum leaders in countries were not well connected, and this was not good for us. And we did not have enough knowledge because we were not connected. We could not share this knowledge that what happened in every country. We had to ask and all the time make researchers in order to get knowledge and information. Especially in crisis, knowledge sharing is very, very important, and we don't know what's going to happen tomorrow. I hope we will have very good surprises and very good things would happen for us, but we don't know if there will be another crisis or something else that we will have to head. So I think it's very important now to look at the weaknesses we had in connection between countries and also between museum leaders in countries. It's very important for us to have channels of sharing this knowledge in an efficient way and in a quick way to get this knowledge between museum leaders in the world. Stefan talked a bit about that, and Juliette and Sirago talked about this, about dealing with the country. I want to explain a little better about the problem that revealed during this period. Museum leaders we were not connected, but we had to give information to our countries. We dealt with the Ministry of Culture, the Ministry of Finance, the Ministry of Health. We needed information to give them of what's going on in other countries, what solutions other countries found in order to help us find a solution in our countries.
And I must mention also that the people in the government, they're not familiar very well of what's going in museums around the world. So we found ourselves looking and researching all the time and trying to get information, but the information was not fluent, it was not enough. And I think that we must learn from this. I think that ICOM is the body that can provide this information easily to connect us museum leaders, the chairs of the countries, and to get all the information and to share it with all of us. This could give us very good way to deal with what's going on all the time, because things changed from day to day, from month to month, and we really needed to know how the rest of the world, the museums world, is dealing with the pandemic. This could help us a lot, and I think this is something that we should learn from. I think that this is the power and also the role of a global organization. I would really recommend that ICOM would set up a committee or something, some other body, some other kind of body to examine this and to look into this and see what we can do and how we can improve the way we share knowledge between us, and how with this knowledge sharing we can strengthen museums. And of course, again, this is mostly, we never had for many, many years, thank God, a big crisis. But now that we had this crisis, we have to learn from it. And we have to learn that knowledge sharing is a tremendous force. It can greatly help museums. And we must, all countries and all museum leaders in countries must cooperate and must have the channels to cooperate all the time. This could strengthen them a lot. And this unity, this is what I call unity. This is solidarity. It's the connection between everybody, and that creates the solidarity and creates unity. And it's a very, very big power, that a very big force that we should not miss again. We should use this force to strengthen our museums in our countries. And when we strengthen the museums in our countries, we strengthen our communities, we strengthen our society, and we give a lot to humanity in the world. So I do hope we can improve this communication. And I want to thank everybody. Thank you, Juliette, and thank you to all the speakers. It was very, very interesting. Thank you to all the participants too. Merci Nava. Merci chère Nava d'avoir posé en conclusion les questions les plus importantes, celles de ce que nous avons tous su faire ensemble, et on a tous été tellement ébahis de nos capacités de créativité, d'inventivité et de résilience, mais en même temps, comme tu le soulignes, je sais à quel point tu as réfléchi à ce que tu dis. Il y a aussi des insuffisances dans nos coopérations, et nous avons besoin de tirer les enseignements de cette période que nous venons de traverser pour sortir plus fort, pour, j'espère pas avoir à affronter de nouvelles crises, mais en tout cas pour
que nos coopérations soient plus fortes, plus structurées, plus organisées, plus systématiques. Et j'entends pleinement le message que tu nous adresses à tous en tant que membres de l'ICOM et que, évidemment, nous adressons à tous à la gouvernance de notre organisation. Cette organisation nous appartient et c'était évidemment et bien sûr à nous de proposer et de faire en sorte que cette force, je le disais en introduction, incroyable d'une organisation plus que septuagénaire, composée de plusieurs dizaines de milliers de membres dans tous les coins du monde, continue d'organiser entre ses membres ce système d'information, parce qu'on est d'abord un système d'information, et puis, tu le disais, Nava, je crois que nous devons nous appuyer sur les connaissances, nous devons nous appuyer sur le fait que nous faisons les mêmes métiers et que la force de l'ICOM, peut-être sa pérennité, ce qui explique sa pérennité, c'est bien sûr que nous sommes une organisation de professionnels qui ont ensemble à partager l'excellence professionnelle et à poursuivre ensemble les enjeux, tous les enjeux qu'on a soulevés aujourd'hui, ceux d'être solidaires avec ceux d'entre nous qui ont le moins accès aux richesses et notamment aux richesses numériques, donner toujours davantage d'accessibilité à toujours davantage de public à l'activité que nous menons. Voilà les enjeux de l'ICOM et qui doit nous inviter, je crois, à travailler plus et plus encore tous ensemble. Donc, bien sûr, tout notre soutien à cette proposition que tu fais, Nava, en conclusion. Nous avons encore, c'est la 7e conférence, donc nous avons monté un cycle de 10 séquences, de 10 séances sur Zoom. Il nous en reste donc tous ensemble au moins 3. Rien ne nous oblige à l'arrêter après, donc peut-être qu'il y en aura encore plus. Je veux donc tout de suite vous donner une information sur la prochaine séance. Elle aura lieu le 15 juin, si je ne me trompe, toujours un mardi et toujours de 13h à 14h. Et ce sera très concret puisque nous commencerons à réfléchir à la manière dont les musées collectent aujourd'hui les objets et les traces de cette pandémie qui nous a tous tellement frappés. Quels sont les objets que les uns et les autres vous collectez? Comment vous voyez le futur musée du Covid? Peut-être c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire les choses. Et en tout cas, nous savons que nous conservons déjà tous ces traces-là et nous allons échanger entre musées du monde pour réfléchir à la manière, pas pour réfléchir, mais en tout cas dans un premier temps pour mettre toutes nos forces, tous ensemble, à conserver le plus de traces possible et le plus intelligemment possible de traces de ce Covid. Certaines de ces traces seront immatérielles. On a bien parlé de toute cette question, cette place du numérique. Ce ne sera pas forcément facile à conserver, à caractériser, mais ce sera l'effort que nous aurons à faire dans les prochaines années. Encore 2 informations. Dans les coopérations, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avions nos amis canadiens qui étaient nombreux avec nous. Je voulais dire un mot de l'accord France-Canada, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, qui est ouvert jusqu'au 31 août. Et donc, vous pouvez faire acte de candidature. Et puis, je voulais vous dire, puisque c'est la France qui a la modération de cette séance, que le 24 septembre prochain, nous aurons notre Assemblée générale annuelle d'ICOM France, mais qui portera sur un sujet qui prolonge notre débat d'aujourd'hui et qu'on a appelé « Les musées font équipe » et qu'on tiendra au Musée national du sport. Donc cet esprit d'équipe et cet esprit de solidarité que nous devons avoir tous entre nous, c'est le sujet que nous aborderons et nous inviterons naturellement, comme nous le faisons toujours, de nombreux collègues à l'international pour traiter tous entre nous ce sujet. C'est mon dernier mot, on a dépassé notre horaire, mais je crois que peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait Nava,
que l'une des dimensions, de mon point de vue, les plus évidentes de ce qui vient de nous arriver depuis un an, c'est à quel point d'un ICOM, d'un pays à l'autre, nous avons noué des contacts beaucoup plus étroits que ceux que nous avions auparavant. Ça a été facilité par le numérique, mais le numérique ne peut pas tout. Je crois aussi que c'est tout simplement la crise, c'est tout simplement la difficulté qui nous a montré comme une évidence que nous avions tout à faire ensemble et qu'il fallait qu'on se rapproche les uns des autres et qu'il ne fallait pas qu'on pense isolément le musée de demain. Il fallait qu'on le pense véritablement tous ensemble. Alors, c'est plus facile de penser tous ensemble sur Zoom, mais la vraie chose significative, je trouve, de mon point de vue à moi, c'est comme nous nous sommes mis à nous appeler, à nous concerter, à échanger les uns avec les autres à chaque fois qu'une question s'y prêtait. Donc, encore une fois, tous mes remerciements à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui sont présents régulièrement, et au plaisir de vous revoir dans un peu moins d'un mois maintenant. Vous le savez, les débats sont enregistrés. Vous les trouverez dès demain sur la chaîne YouTube d'ICOM France. Et merci à nos interprètes d'avoir permis que nous parlions tous si agréablement. Et merci à tous pour votre participation. À bientôt. Bonne journée internationale des musées.